Bonjour et bienvenue pour cette table ronde dédiée à l'avenir des médias, intitulée Quels médias en 2030. Donc on est à la mêlée numérique. L'idée de cette table ronde, elle est née de l'après-Covid, de tout ce qui se passe autour des médias, à savoir la confiance, la question du modèle économique, la question d'un peu peut-être de rupture technologique annoncée, etc. Et du coup, quand on a composé cette table ronde, on a essayé de faire un petit panel pour voir un petit peu différentes natures de médias. Et du coup, on a voulu interroger en composant cette table ronde la question de l'offre éditoriale. Qu'est-ce que la technologie va nous permettre de faire dans les années à venir? Est-ce qu'on va pouvoir se passer de journaliste ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir être à la fois sur de l'audio, de la télé, de la data, etc. Et puis on va aussi s'intéresser au modèle économique, puisque y a une guerre des éditeurs contre les GAFAM, notamment, qui assèche un peu les contenus publicitaires. À la fois, il y a aussi un peu d'espoir, parce que grâce notamment à la crise du Covid, les abonnements sont à la hausse dans la plupart des médias. Donc on va essayer de faire le point, essayer de se demander à quoi ressemblera les modèles économiques des médias en 2030. Et puis on fera un petit peu de prospective, et puis on laissera aussi la parole au public et également à vous qui êtes en ligne, pour poser des questions à nos intervenants, que je vais présenter du coup tout de suite. Donc je les remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc je commence avec Jean-Nicolas Baillet, qui est directeur général du groupe La Dépêche du Midi. Alors je vais peut-être oublier quelques marques, mais il y a La Dépêche du Midi bien sûr, mais il y a l'Indépendant, Midi Libre, Midi Olympique, Rugby-Rama, mais aussi depuis peu Via Occitanie, qui est une télé locale. Et donc voilà, j'en ai peut-être oublié, je laisse vous compléter votre présentation. Ouais, très, très rapidement, vous avez dit l'essentiel, hein. Le groupe, bonjour à tous, pardon, et bonjour à toutes, excusez-moi. Le groupe La Dépêche du Midi, c'est 1500 personnes sur l'ensemble de l'Occitanie, plus le Lot-et-Garonne, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. 6 quotidiens de l'ordre du plus grand au plus petit, c'est donc La Dépêche, Midi Libre, l'Indépendant, Centre Presse, La Nouvelle République et Le Petit Bleu d'Agen. Des hebdomadaires locaux. La Gazette du Comminges à Saint-Gaudens, le Villefranchois à Villefranche-de-Rouergue, le Journal de Millau à Millau, un billet hebdomadaire qui est Midi Olympique, qui lui est un national dédié au rugby, et depuis peu effectivement une chaîne locale Via Occitanie. Ça c'est pour la dimension média, puis ensuite des activités hors média, dans la communication avec l'agence qui est le leader de la communication sur l'Occitanie, des activités d'événementiel avec Dépêche Events et Midi Events, et puis ensuite d'autres activités, notamment dans le numérique, mais voilà pour l'essentiel en tout cas. Donc on l'aura compris, il y a une belle diversification qui est en train de s'opérer du côté du groupe La Dépêche, mais je pense qu'il y a l'image aussi de ce que font les autres groupes de presse régionaux. Donc on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Juste à côté de moi, j'ai aussi Bruno Dubois, qui est directeur de l'antenne des programmes et du numérique à Sud Radio, qui est donc une radio qui perce les plafonds ces derniers temps. Bonjour, merci de nous recevoir à la mêlée numérique. Alors Sud Radio, c'est une radio historique en Occitanie, hein, avant que ça s'appelle l'Occitanie, qui est devenue une radio nationale et qui est devenue une radio très numérique et très digitale. Entre guillemets, nous, on a transformé une faiblesse qui était une faiblesse d'émetteur en force, en développant le digital et en multipliant tous les tuyaux. On aura l'occasion d'en reparler. Sud Radio est une radio d'information et de débat. Une radio qui est détenue par le groupe Fiducial, par le biais de sa holding Fiducial le Média, qui a aussi un magazine qui s'appelle Lyon Capital, donc à Lyon, comme cela l'indique. Donc nous, on est Sud Radio, il y a marqué radio dans la marque, on y tient parce qu'on fait d'abord un programme pour les auditeurs, mais comme on l'expliquera tout à l'heure, on a démultiplié donc les canaux, et la vidéo a une énorme importance pour être présent sur tous ces canaux. Ok, merci pour cette première présentation. Et également à distance, on a Anne-Marie de Couvreur-Mondé, qui est fondatrice et présidente du groupe Media Meeting. Donc je crois que Anne-Marie nous entend. Alors, si elle nous entend, nous pas. Voilà, nous on vous entend pas. Je ne sais pas si à la régie vous avez un retour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en vidéo, on peut attendre les blancs. Alors qu'en Voilà, radio, c'est ça. normalement, on aurait comblé depuis un moment, On où aurait on a envoyé le compris, secours. voilà, c'est ça. Là vous nous voyez qu'on est en attente.
Ah, on voit Anne-Marie du coup, mais on n'a pas le son ni le retour. Donc Anne-Marie Decouvreur est fondatrice d'un groupe qui fait de la radio qui s'appelle Media Meeting. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez et me couper, hein, parce que j'essaye de suivre les consignes de Bruno, à savoir combler les blancs en radio. Et du coup, c'est avant tout un groupe qui va produire des contenus radiophoniques pour des clients. Donc c'est du B2B, c'est aussi de la prestation éditoriale pour des radios d'outre-mer, si je me trompe pas. Et vous avez lancé récemment une radio sur le DAB+, donc c'est quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Zen Radio. AirZen. AirZen, pardon. Voilà. Ah bah ça y est, on vous entend. Donc je vous laisse compléter votre présentation. Bonjour à tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, quelques mots sur le groupe Media Meeting. Le groupe Media Meeting, c'est une PME originaire de Toulouse. Nos activités, c'est de faire de la radio d'entreprise. Donc, nous sommes un opérateur de radio d'entreprise. On est même le leader en France sur ce secteur. À peu près la moitié du CAC 40 est client direct chez nous pour des podcasts ou des web radios de communication interne essentiellement et un peu de com externe aussi. Nous avons aussi acheté à nos confrères de Lagardère en 2014 A2PRL, qui est l'agence de presse audio leader en France. Nous produisons donc de l'information, des flashs d'information pour un peu plus de 200 confrères radio FM abonnés chez nous. Nous avons également un petit pôle de radio FM dans le sud-ouest avec Toulouse FM, 47 FM, Gold et Radio Bassin d'Arcachon. Et nous avons eu la très grande joie d'être autorisés à émettre en DAB+. Et donc, nous allons créer la première radio nationale 100% positive qui s'appelle AirZen Radio et qui verra le jour le 12 octobre prochain. Donc, on est vraiment à quelques jours maintenant de l'ouverture d'antenne d'AirZen. Et donc, je suis à Paris sur ce sujet en ce moment notamment. Voilà. Et le groupe Media Meeting, c'est aujourd'hui 250 salariés répartis entre les différentes activités et puis sur 3 pôles géographiques entre Toulouse, Paris et Bordeaux. D'accord, merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation. Donc 3 gros groupes quand même qui pèsent, chacun dans leur domaine. Moi, j'aimerais commencer par une question peut-être un peu bête, mais vous faites de la radio, mais on vous trouve sur YouTube et vous faites finalement aussi de l'image. On voit qu'il y a une galaxie presse écrite importante à la Dépêche, mais vous investissez dans l'image et on en parlera peut-être après aussi sur l'audio via les enceintes connectées. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un sens, quand on parle des médias, à parler de la nature du format, savoir la presse écrite, la radio, ou est-ce qu'aujourd'hui les médias ils sont destinés à devenir 360, transversal, multicanal? Allez-y Bruno. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, nous, de cette faiblesse du réseau FM qui est complètement saturé, mais qui s'ouvre avec le nouveau format, mais on y reviendra pour une explication pour le DAB+, puisque ça vous permet d'avoir le programme radio un tout petit peu partout. Moi, je pars du principe que c'est plus une histoire de médias, mais c'est une histoire de programme. Donc l'important, c'est d'attirer l'attention de l'auditeur, de le satisfaire, de répondre à un besoin. Et c'est ce qu'on a toujours fait en radio, c'est-à-dire de l'accompagnement. Et même si chacun consomme différemment maintenant cet accompagnement, avec une concurrence qui est arrivée depuis pas mal d'années, depuis 20 ans, mais qui s'est étoffée notamment sur les médias vidéo et sur les médias audio, l'important c'est que cette consommation, elle touche l'utilisateur. Je dirais même pas l'auditeur, je dirais l'utilisateur, puisqu'on est tous greffés avec nos smartphones, et c'est récent, l'iPhone est sorti en 2007, et c'est à nous de vous proposer du temps de programme en adéquation avec votre temps que vous avez à nous consacrer. Voilà. Pour moi, la stratégie, elle est là. Après, on a différents canaux de diffusion. On vient tous de fondamentaux. Pour nous,
c'est la radio. Ça reste de toute façon le média et le diffuseur qui est le plus rémunérateur pour nous. La monétisation passe par la radio, mais on sait aussi qu'à de brèves échéances, on va être encore plus fort et YouTube commence à être un élément rémunérateur. Donc j'aurais tendance à dire, certes, on fait de la radio, mais on fait surtout du programme, et c'est l'avantage aussi qu'ont les entreprises telles que ceux qui participent à cette table ronde, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire autour du programme. À nous de l'adapter aux générations, à nous de l'adapter aux différents formats et à nous de créer autour de ce programme suffisamment d'empathie et d'envie pour que les auditeurs et surtout donc les utilisateurs maintenant s'y retrouvent. Et ça finalement c'est les fondamentaux de la création de contenu et de la création de programmes pour n'importe quel média, quel qu'il soit. Donc le cœur, l'avenir des médias, c'est de travailler, si je résume, l'éditorial. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire de l'eau tiède. L'éditorial et le marketing. Sans fond et sans forme, les deux sont liés. Donc il faut vraiment savoir adapter son marketing pour que son éditorial, donc son fond, soit entendu. Le fond ne suffit pas, le marketing ne tient pas longtemps. Voilà. Donc c'est important d'arriver à adapter suffisamment ces situations pour que l'utilisateur ne se pose pas de questions et arrive directement sur votre produit et qu'il le préfère à un autre. Et là, on revient dans un schéma concurrentiel habituel. Comment vous avez fait au groupe La Dépêche? Est-ce que vous avez eu le même constat d'abord sur l'importance de l'offre éditoriale? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez, vous l'avez, je suppose, jamais abandonné, mais c'est une réflexion qui est revenue là, ces derniers temps? Et comment vous allez le décliner sur des supports qui peuvent être quotidiens, qui peuvent être bi-hebdomadaires, qui peuvent être mensuels, qui peuvent être écrits, qui peuvent être audio, qui peuvent être vidéo? D'abord, un petit point sur ce qu'était effectivement sur la vision, parce que la réponse est oui et non, comme souvent. Un petit point d'abord sur l'histoire, c'est-à-dire le monde médiatique de l'après-guerre jusqu'aux années 2000, c'est effectivement des marques de presse écrites, des marques radio, des marques de télévision. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, tout ça a été complètement bouleversé. Effectivement, d'abord les barrières à l'entrée sont tombées. Ça c'est important parce qu'au-delà des marques médias, pour tout un chacun, et c'est un peu, on vit dans une période de l'avènement du mois média, donc c'est un élément qui est très fort. Et puis de l'autre côté, les médias entre eux ont pu accéder à de nouvelles technologies. On s'est tous retrouvés sur le web, on s'est tous retrouvés sur le mobile, on s'est tous retrouvés sur les tablettes. Donc clairement, ça nous a encouragés et ouvert la possibilité de faire d'autres types de formats. Donc en ce sens d'ailleurs, je me retrouve assez dans les propos de Bruno. Là où je diverge un peu, c'est que moi je considère que les marques médias sont très importantes. Avant de descendre au niveau du programme, pour moi, il y a un fait quand même marque média. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les classements, que ce soit d'audience, de crédibilité, d'abonnement du panel médiatique français, vous remarquez que ce sont les marques médias traditionnelles que l'on retrouve en top classement. Et pourtant, on a vu des tentatives d'émergence de nouveaux médias à peu près dans tous nos secteurs d'ailleurs. Et généralement, ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce poids de la marque, ces valeurs, cette histoire, cette tradition, cette ligne éditoriale aussi qu'on va retrouver et donc cette adhésion du lectorat, de l'auditeur ou du téléspectateur qui fait que à un moment donné, avant d'aller dans le programme, il y a une marque média, j'ai confiance, on est dans une période où on vit énormément, on parle beaucoup des fake news et donc il y a cette notion de phare de l'information. Et je crois que ça, c'est très important. Il est clair que les marques médias s'éloignent de plus en plus de la notion de support et qu'ils deviennent multimédia, multi-support, mais quand même, les marques conservent une importance capitale pour moi et ce sera un des enjeux d'avenir capital. On revient sur la notion d'utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe le support, c'est la marque à laquelle on va adhérer, on sera prêt à la regarder en vidéo, en audio ou à la lire. La marque doit être référente, c'est clair. Alors c'est vrai que nous, pour Sud Radio, étant donné qu'on était sur une marque en reconstruction qui avait été un peu en jachère pendant quelques années, nous on a fait un double effet. C'est-à-dire qu'on s'en est d'abord servi en élément de puissance, en élément de communication et après en élément de distribution de programmes. On n'a pas fini d'ailleurs, mais voilà, notre progression par exemple sur YouTube, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que oui, on a débarqué sur YouTube, personne ne nous attendait. On avait nos programmes qui étaient
en radio filmée. Il était hors de question de les transformer en télé, donc ça reste de la radio filmée. Et c'est vrai qu'en l'espace de moins de 3 ans, on est parti de zéro pour arriver à 390 000 abonnés, 13 millions de vues en 28 jours. Alors ça peut paraître pas beaucoup par rapport à un groupe de K-pop, c'est clair. Mais si on le fait par rapport à nos concurrents directs, qui ont beaucoup plus d'audience que nous chez Médiamétrie, on est devant eux en termes d'abonnés sur YouTube. C'est donc simplement le b.a.-ba, c'est qu'on répond à un besoin et qu'on est très heureux de répondre à ce besoin. De toute façon, c'est la recette du programme, c'est être prêt au bon moment quand les gens vont avoir besoin. On l'a retrouvé nous aussi avec le Covid, par exemple. Ça me fait une bonne transition sur le programme. Qu'est-ce qui vous a conduit à construire AirZen? Parce que d'après l'introduction que vous nous avez fait, Anne-Marie, c'était vous travaillez donc pour des entreprises, vous faites de l'agence de presse, et là d'un coup, hop, votre groupe lance une radio, donc a priori grand public, qui va s'intéresser du coup à des nouvelles positives, etc. Comment vous en êtes venu à ce projet éditorial? Est-ce que vous êtes basé sur des analyses d'audience? Est-ce que vous êtes c'est juste un feeling? Voilà, j'aimerais connaître un peu la jeunesse du projet éditorial, puisque apparemment l'éditorial reste au cœur des marques médias. Vous savez, on investit rarement plusieurs millions d'euros sur un feeling. Donc on est allé un peu plus loin que ça. Effectivement, la création d'AirZen est une grande décision. J'appellerais ça un engagement. Mais ce n'est pas un engagement simplement des associés de Médiameeting. La création d'AirZen, c'est un cercle d'engagement. En fait, le monde change, ça n'a échappé à personne. Et la radio a peu changé depuis 25 ans, 30 ans en France. La radio a vraiment peu changé et nous prenons conscience, nos confrères et nous-mêmes, que si nous voulons accompagner ce monde qui change, il va falloir que la radio change à son tour. Et je pense que l'appel à candidature pour le DAB+, a été l'occasion pour le CSA d'introduire ce nouveau programme. Il y avait une seule place disponible sur le DAB national. Il y avait 44 dossiers et une seule place. Et nous avons eu l'immense joie d'être autorisés à émettre. Et donc, le CSA nous a confié, enfin, le CSA a confié 500 fréquences publiques à une PME du Sud-Ouest. C'est ça la réalité. Et je pense que cette décision a été prise, bien sûr, sur la qualité du dossier, mais surtout sur le projet du dossier. Et le projet, c'est véritablement de proposer aux Français une nouvelle approche média en radio, qui est vraiment une approche 100% positive, avec des contenus qui vont se répartir sur 4 verticales, qui vont vraiment être des verticales pour mieux vivre, avec le mieux-être, le mieux consommer, le mieux travailler. Et véritablement, je pense que c'est un projet qui est arrivé au bon moment, au moment où les Français en avaient besoin. Et c'est une décision qui certainement, en tout cas de mon point de vue, va modifier un petit peu les équilibres du paysage audiovisuel français. Parce que véritablement, dans un pays où l'approche du journalisme est plutôt du journalisme de faits ou du journalisme de faits divers, où on a des écoles de pensée de journalisme que nous connaissons bien en France, nous développons chez AirZen une école de pensée différente qui va être vraiment une approche positive des sujets et du journalisme de solution. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau et de très différent. En effet, c'est pas encore vu à la radio. Et donc ça répondait donc du coup vous pensez à un accompagnement qui était demandé par une audience. Juste pour les profanes, parce que là on discute d'acronymes. Je vois arriver la question. Voilà, peut-être qu'elle vous est destinée, Bruno. DAB+, de quoi s'agit-il? Alors, le DAB+, c'est, on va faire une comparaison qui n'est pas exactement la même, mais si vous avez connu la TNT, et pour ceux qui sont les plus anciens, pas forcément vous dans la salle, auparavant nous avions 6 chaînes de télé, et un beau jour nous en avons eu 18, et donc on est passé à la télé numérique. Et ben, le DAB+, c'est la même chose, sauf que ça a mis un peu plus de temps à arriver. Donc le DAB+, qui s'appelait aussi RNT à un moment, a un avantage, c'est qu'elle permet de déployer de
de nouvelles fréquences et surtout d'avoir de nouveaux acteurs entrants. Donc, comme le disait pour Media Meeting avec la 7 nouvelle radio, mais aussi pour les radios existantes, puisqu'il y a deux réseaux. Il y a un réseau national et un réseau métropolitain. Nous, Sud Radio, on a choisi d'aller sur le réseau métropolitain pour une raison simple, c'est qu'il a démarré avant, ce qui permet à Sud Radio d'être déjà présent en Alsace, dans le Nord, en Normandie, dans le Rhône, voilà, alors que le réseau national va démarrer donc essentiellement le 12 octobre avec le lancement et va certes couvrir beaucoup d'émetteurs d'un coup, mais quelque part en métropolitain, on y est déjà presque, puisqu'il y a Nice, il y a Marseille, il y a Toulouse, il y a Bordeaux. Mais pour résumer, au final, ce n'est qu'un tuyau. Et pour vous, utilisateurs, ce qui est toujours important, c'est d'avoir le programme. Quand vous regardez la télé, vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est votre antenne râteau sur le toit, si c'est la parabole satellite en haut de l'immeuble ou si c'est la fibre qui vous amène le programme. Ce que vous voulez, c'est avoir des images et vous voulez surtout que ça marche. Donc l'avantage, c'est que maintenant, vous allez avoir, si vous achetez une voiture neuve, obligatoirement le DAB+ dans votre voiture. Et si vous achetez un récepteur radio maintenant, vous aurez automatiquement le DAB+. Ça va être transparent pour vous, mais ça va vous permettre d'avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer sur ces stations. Alors pourquoi ça a pris autant de temps, hein, juste un petit parallèle, c'est-à-dire que les historiques, les radios qui avaient 250 à 300 émetteurs partout en France, c'était un double coup pour eux, puisqu'ils disaient le gâteau, on se le partage déjà entre nous. Là, on va avoir des nouveaux entrants, ça ne nous arrange pas trop et surtout, ça ne va pas nous amener du chiffre d'affaires additionnel, puisque eux, ils avaient déjà partout des fréquences FM qui leur permettaient d'être partout écoutés. L'avantage pour nous, typiquement pour Sud Radio, c'est qu'avant, on a toujours nos 70 émetteurs FM, mais depuis, comme je le disais, on peut nous écouter partout en France. Et lors du dernier sondage Médiamétrie, pour la 3e année consécutive, partout en France, des gens écoutaient Sud Radio alors que nous n'avions pas d'émetteur FM. Alors ils écoutaient certes en DAB+, mais ils écoutaient aussi sur nos applications, ils écoutaient sur le site internet, sur les enceintes connectées, partout où on peut écouter la radio. Ok, merci pour ce point, parce que c'est quand même transparent pour l'utilisateur, mais une vraie révolution quand même pour le monde de la radio, qui était quand même hyper contenu par cette histoire de fréquence FM. Pour la petite histoire, ouais. Moi c'est 5 ans que je travaille à Sud Radio. Pendant ce laps de temps, on a eu 3 fréquences, une à Vichy, une à Thonon et une à Chamonix. Entre guillemets, c'est typiquement des émetteurs qui coûtent très cher pour un potentiel de gain d'audience très faible. Voilà. Ouais. Mais on y va quand même. D'accord. Alors, pour progresser un petit peu sur ce qu'on avait prévu d'aborder et rester quand même sur l'éditorial, on a parlé donc de la marque média, de l'importance de proposer un programme en adéquation avec la demande et les attentes de son public. Mais les nouvelles technologies, c'est aussi des nouveaux outils pour analyser cette audience ou pour produire de l'information. De quelle manière vous allez les déployer, vous, dans vos médias respectifs ? Je pense peut-être à commencer avec la dépêche, puisque on parlait juste avant là, de lab, etc. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont lancées sur des enceintes connectées, donc la dépêche sur des enceintes connectées. J'ai entendu parler de robotisation aussi, c'est-à-dire d'automatisation de création de contenu. Voilà, quelles sont selon vous les petites ruptures ou les choses émergentes qui vont arriver dans les prochaines années et qui pourraient accompagner ou alors remplacer le travail de journaliste ? Alors, il y a 2 utilisations de l'outil. Il y a l'outil dans notre façon de faire notre métier et ensuite il y a l'outil nouvelle technologie qu'on va utiliser comme support. Parce que dans votre question, il y a les enceintes connectées qui sont les supports et puis il y a les outils qu'on utilise pour faire notre métier dont vous avez évoqué les robots journalistes. Alors, je vais commencer par ce deuxième point sur les outils qu'on utilise pour faire notre métier. D'abord, il y a un rôle central de la donnée. On appelle traditionnellement la data, qui devient un élément central de notre façon de faire notre métier. C'est-à-dire que avant, historiquement, quand on avait des contenus sur nos journaux, ces contenus-là, on avait assez peu de retours sur les taux de lecture. Alors on préférait se dire qu'ils étaient beaucoup lus, mais peut-être que quelque part, ils n'étaient pas du tout lus. Là, sur le numérique, la sentence est immédiate. Donc on voit à la fois l'audience, et puis aussi, si c'est un article payant, la conversion que va générer cet article. Donc l'enjeu pour nous, ça va être d'optimiser à la fois l'audience et le taux de conversion d'un article et de comprendre qu'est-ce qui génère de l'audience et qu'est-ce qui va générer plutôt de la conversion. Ça, c'est une première utilisation de la technologie. La deuxième utilisation que vous évoquez, c'est les outils qui vont nous permettre de travailler sur notre façon de produire du contenu, que ce soit
ce qu'on appelle les robots journalistes, que ce soit aussi ce qu'on appelle les outils qui vont nous permettre, par exemple, ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire des outils qui vont lire les textes et nous permettre de proposer des contenus audio. Même chose sur la vidéo, parce qu'il y a des outils qui, à partir d'un texte, vous produisent une vidéo sur la base de motion design. Excusez-moi, il y a beaucoup d'anglicismes, mais c'est-à-dire qu'on va récupérer des photos sur Internet, mettre 2-3 phrases, et puis il y a une vidéo qui est produite automatiquement. Ça, ce sont des outils qui sont évidemment utiles, qui permettent de faire du lab, de tenter des choses, mais qui ne remplaceront jamais l'humain. Je vais sur la fin de votre question sur le journaliste, parce que le fait, c'est-à-dire tout ça part d'une info, et cette info, il faut la sortir. Et pour ça, il n'y a que les journalistes pour le faire, et on ne remplacera jamais ça. Donc il faut utiliser aussi ces outils. Des fois, ça apporte du bon. Bon, voilà, il y a des sujets qui vont être des sujets, par exemple, de niche, sur lesquels on va vouloir consacrer peut-être un peu moins de temps. Je donne un exemple. On va couvrir un résultat sportif d'un club amateur dans un tout petit village. Ça ne va intéresser qu'une petite partie de population. Là, si on a un outil qui génère automatiquement une vidéo ou un contenu audio, ça peut être intéressant parce que ça propose du plus, alors que c'est une petite niche. Et enfin, le dernier aspect de votre question, c'est tous les outils enceintes connectées et nouveaux supports. Et là, je pense qu'on est encore au début du potentiel de ça. C'est-à-dire que demain, avant, il fallait aller chercher l'information. Aujourd'hui, l'information, elle vient à nous. Il y a des supports, il y en aura encore plus demain, parce que les nouvelles technologies n'ont pas encore, et quand je parle des nouvelles technologies, je parle surtout des technologies Internet, n'ont pas investi tous les lieux de notre vie courante. Mais c'est en train petit à petit de le faire. Dans notre habitat, par les enceintes connectées. Dans notre voiture, on est au début de l'Internet dans les voitures, parce que le renouvellement du parc fait aussi que tout ça va se modifier. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu les tableaux de bord des nouveaux véhicules électriques qui viennent d'une grande compagnie américaine, en l'occurrence les Tesla. Vous avez un écran de smartphone devant vous. Enfin, c'est une tablette Donc, c'est vraiment une approche totalement différente. Donc, je crois fondamentalement que les nouvelles technologies vont continuer de bouleverser notre quotidien, notre habitat, notre façon de consommer de l'information, et que nous, notre enjeu, ce sera d'être au rendez-vous de cette demande-là. Voilà. Merci pour cette réponse très complète. Je ne sais pas, est-ce que au niveau de la radio, vous avez des réflexions par rapport à ça, notamment aussi sur le travail des rédactions. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous disiez est intéressant, je rebondis un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on va analyser des articles pour savoir lesquels font le plus de conversions. Et est-ce que du coup, ce feedback, ce retour, il est utilisé par les rédactions ou imposé dans les rédactions pour inciter à faire des contenus qui vont faire de la conversion prix de la liberté éditoriale des journalistes? La liberté éditoriale, elle n'est pas en jeu, c'est des outils. L'exemple sur le résultat d'un match qui auparavant aurait monopolisé quelqu'un, il permet d'utiliser cette personne à autre chose sans oublier ce résultat qui était important. Ce qui est capital pour moi, c'est le supplément d'âme. Voilà, cette touch qui est toujours nécessaire. Parce que si vous prenez un robot ou une voix qui va faire artificielle, qui va lire un texte, elle n'aura pas autant d'efficacité, autant d'appétence, autant de proximité qu'un journaliste qui va vraiment défendre son sujet. Pour nous, c'est super important. En radio, on ne peut pas se permettre, en radio, pour être dans de l'accompagnement, pour être dans de la séduction, pour être dans de la proximité. Nous, on est au contact direct des gens. Dans leur voiture, ils sont tout seuls. On est cet accompagnement. Ces gens nous, on leur parle. On ne peut pas se permettre de mettre une voix synthétique qui va lire un texte. En revanche, l'IA, la data, c'est vraiment des outils et ça a changé le fonctionnement des rédactions sur des équipes, et les équipes sont très jeunes à Sud Radio. Quand vous leur expliquez qu'auparavant, pour préparer une émission, il fallait lire X magazine sans savoir exactement ce dont vous auriez besoin, mais qu'il fallait l'avoir en tête pour pouvoir l'utiliser, mais ils vous regardent avec des yeux exorbités, alors qu'il suffit de taper des mots-clés dans Google pour aller chercher les articles dont on a besoin. Donc la somme de travail était considérable. En revanche, ce n'est pas qu'ils ne travaillent plus, mais ils travaillent différemment et qu'ils peuvent aller fouiner, aller chercher et entre guillemets aller gratter un tout petit peu plus, ce qui va faire la substantifique moelle pour que le programme soit plus intéressant. Et vous êtes peut-être aussi pour Anne-Marie, est-ce que vous êtes amené parfois à faire des choix éditoriaux qui sont juste guidés par la donnée ou par le comportement de vos utilisateurs? En fait, moi j'aime beaucoup votre question parce que vous savez, on est en train de faire les choix contraires chez AirZen. C'est-à-dire quand on regarde
l'école de pensée qui est la nôtre, on a vraiment choisi de faire du traitement positif des contenus. Et ce ne sont pas forcément les contenus qui ont fait le plus d'audience dans l'histoire des médias. Donc, véritablement, je trouve que votre question, elle est super importante, en fait, sur, eh bien, s'agit-il d'un journalisme d'enjeu, d'audience, etc., ou s'agit-il d'un journalisme vraiment de conviction? Et nous sommes partis vraiment sur une école de pensée de conviction, avec une approche résolument positive des contenus et ce que nous appelons chez nous l'infogéné, qui sera traité uniquement en journalisme de solution. Donc, soit nous avons dans l'infogéné des sujets comme l'Afghanistan, par exemple, où nous avons le sentiment que nous n'avons malheureusement aucune réponse, aucune solution à apporter au sujet de l'Afghanistan et nous ne le traiterons pas sur RZN, ou soit nous avons le sentiment que certains sujets ont déjà des débuts de solutions qui ont été apportés dans la société française. Et dans ce cas-là, nous aborderons le sujet et les pistes de solutions que nous avons déjà détectées. C'est comme ça vraiment qu'on va traiter l'infogéné chez RZN. Et par ailleurs, tous les restes de contenu de la journée seront vraiment sur une optique, une stratégie résolument positive pour, en fait, alors on ne va pas donner de leçons aux Français ou expliquer aux Français comment ils doivent vivre, parce que les Français, c'est un peuple qui n'aime pas beaucoup les leçons. Mais en tout cas, on va accumuler un certain nombre de preuves, de témoignages, de reportages, de sujets terrain, de petites choses positives qui se font tous les jours en France, dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, partout, qui vont constituer comme autant de preuves et de témoignages d'espoir sur véritablement ce pays et son avenir. Donc c'est vraiment un contre-pied quand même par rapport à pas mal de choses. Oui, c'est pour ça que j'ai adoré votre question. Non, mais... Et ce que je peux vous dire aussi sur RZN, c'est qu'elle est conçue comme un bimédia natif, puisqu'on a la chance de la démarrer en 2021, et donc elle est nativement conçue en bimédia. RZN, ce sera 321 podcasts par semaine. Et donc, on a la machine de podcast qui est vraiment structurante pour nous. Et elle a été pensée comme ça. Quand vous dites bimédia, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'insynchrone avec le podcast et du direct via la DAB+. Exactement. Et puis un double business model économique, etc. Et effectivement, des contenus natifs qui ne seront que sur le web, des contenus premium, etc. On l'a vraiment pensé comme un bimédia. C'est intéressant, c'est une identité éditoriale forte. Donc l'avenir nous dira s'il y aura une adhésion. Oui, on croise les doigts pour vous. Ça pose la question, du coup, quand il y a une adhésion, il y a aussi une histoire de conversion en modèle économique quand on est une marque média. Je vois que le temps tourne, donc j'aimerais aussi aborder cette question. Et du coup, en fait, je voulais un petit peu savoir où on en était aujourd'hui, puisque il y a pas mal de choses qui se sont affirmées, qui se sont passées alors qu'on s'y attendait pas. Donc à savoir la position dominante des GAFAM sur le marché publicitaire sur Internet, une petite crise du Covid qui est passée par là et qui a pu bouleverser les habitudes de consommation de l'information. Et donc je voulais faire un petit bilan avec vous sur, là on est apparemment ça serait peut-être le début de la fin du Covid, mais donc on peut peut-être tirer des conclusions. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces modèles économiques, par rapport à toutes ces questions dans chacun de vos secteurs? Peut-être Jean-Nicolas Baillet. Alors, pour moi, les médias traditionnellement vivent de deux grands piliers dans leur revenu. D'un côté, il y a effectivement la vente de nos contenus. Donc, en l'occurrence, pour la presse, elle se fait soit dans de la vente au numéro, soit par abonnement. Et en lien avec la période qu'on vient de traverser, nous, on est en croissance sur ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on a plus d'abonnés, à la fois sur le papier et sur le numérique, à la fin de cette période de Covid, pour des raisons aussi certainement liées à un moment où les Français avaient besoin de beaucoup d'informations. Et donc on est en croissance là-dessus. Le deuxième grand pilier, c'est le pilier de la publicité, sur lequel les GAFA se sont positionnés depuis plusieurs années. Alors, GAFA, c'est un terme générique, mais Google, Apple, Facebook, Amazon. Certains disent GAFAM parce qu'ils rajoutent Microsoft derrière. Et donc se sont positionnés depuis plusieurs années et captent aujourd'hui 95% de ce marché publicitaire et plus de 90% de la croissance de ce marché. Donc un acteur déterminant là-dessus.
Sur ce secteur-là aussi, on est en croissance, puisque c'est un marché qui est en croissance, et ce sont des revenus qui deviennent de plus en plus significatifs. Donc là aussi, si on lit ça avec d'autres diversifications, nous on a fait le choix il y a 4 ans de changer. On avait une régie publicitaire qui vendait nos supports, on a transformé ça en une agence de communication qui vend nos supports, mais qui va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle va accompagner nos clients sur l'ensemble de leur communication, en leur vendant y compris du Facebook, du Google, faisant de l'événementiel. Et ça, c'est une stratégie qui, 4 ans après, nous permet de générer de la croissance publicitaire. Donc voilà, donc je pense que à la fois, c'est un modèle qui doit se recomposer dans l'essence même de notre métier et dans les piliers de revenus de notre métier, et parallèlement se diversifier et s'adapter à ces logiques actuelles liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que vous essayez de ne pas l'attaquer frontalement, mais vous essayez de vous adapter à ces règles du jeu. Attaquer frontalement, ça serait très ambitieux de dire qu'on va aujourd'hui concurrencer Google ou Facebook. C'est-à-dire que c'est plutôt des combats gouvernementaux, voire étatiques. C'est ce que je voulais dire. Mais en tant que média, je sais qu'il y a des groupes de presse nationaux qui mènent une fronde importante, qui essayent de faire plier sur le plan réglementaire justement des acteurs comme Google, qui sont plus ou moins appuyés par on en fait partie et j'en suis un des fers de lance, puisque je fais partie de ceux qui luttent dans la commission pour les droits voisins. On a une alliance au niveau national, un syndicat de la presse, et donc effectivement, mais il y a une réglementation européenne qui est passée en 2019 qui reconnaît le fait que Google, Facebook et tous les GAFA et tous les acteurs du numérique utilisent les contenus des médias, en font une source de profit, c'est-à-dire qu'ils en génèrent du revenu, soit par de la publicité directement, soit par de la collecte de data qui leur génère ensuite des revenus indirects. Et jusque-là, ils le faisaient sans aucune rémunération des acteurs médias. Or, pour nous, produire cette information, ça a un coût. Et donc, à partir du moment où il y a un business qui est généré par d'autres, il doit y avoir rémunération. C'est ce qu'a estimé la Commission européenne en 2019. Et depuis, ça a été retranscrit dans le droit français en 2019 aussi. Et depuis, nous nous battons pour faire reconnaître ce droit-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces acteurs ne respectent toujours pas la loi par rapport à ça. Ils ont été condamnés plusieurs fois par l'autorité de la concurrence et on est toujours en discussion avec eux. Voilà. D'accord. Nous, pour revenir sur la crise Covid, nous, ça a été un énorme booster pour Sud Radio, puisque le programme correspondait pleinement aux attentes du public. On a eu la satisfaction ce week-end d'avoir un prix de meilleure audience 2021 du groupement des Indés, qui regroupe 130 radios régionales en France. Nous, on a fait plus 17% chez Médiamétrie, mais on a fait plus 100% en streaming. YouTube, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, sur cette monétisation, nous, on a un petit avantage, même si les budgets, malheureusement, ils sont découpés selon les médias, c'est qu'en radio pure, en messages purs qui sont diffusés sur l'antenne, on n'a pas la concurrence des GAFA. On la retrouve sur le digital, évidemment, sur nos sites internet, où on en profite aussi avec YouTube, avec la rétribution qu'on peut avoir, mais on n'a pas ce souci-là. En revanche, on sait qu'auparavant, et c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, avant, le gâteau se partageait entre la presse, la télé et la radio et le cinéma. Et globalement, depuis 20 ans, avec une forte progression, le digital a pris une grosse part de ce gâteau. Donc c'est aussi à nous de nous réinventer pour récupérer cette partie qui nous manque un tout petit peu. Et aujourd'hui, vous générez du chiffre d'affaires via ce que va vous donner YouTube, par exemple, pour la monétisation de vos vidéos. Alors, c'est assez récent, puisque l'explosion de la chaîne YouTube de Sud Radio a 2 ans. Elle date du premier Covid, puisque maintenant il faut parler en temps Covid, du premier confinement. Depuis 1 an maintenant, oui, ça représente un chiffre d'affaires, mais ce n'est pas encore le chiffre d'affaires que l'on peut retrouver dans nos écrans publicitaires ou les sponsorings qu'on peut avoir sur l'antenne. On est sur un chiffre d'affaires qui devient important, mais généralement, je dis aux directeurs financiers et aux contrôleurs de gestion, attention, non, on ne fera pas forcément plus 20% l'année prochaine, parce que c'est l'algorithme qui commande, et l'algorithme, malheureusement, et j'y reviendrai après, c'est ce qui est le plus embêtant puisqu'on ne le maîtrise pas. Actuellement, YouTube nous aime beaucoup. Il ne faut pas que je dise du mal de YouTube, parce que sinon ils vont nous bannir. J'en rigole, mais c'est parfois un peu vrai. Voilà, YouTube aime beaucoup Sud Radio. On produit énormément. On a des vidéos qui font en l'espace de 3 heures 200 000 vues, qui font des millions de vues. Donc, ils considèrent qu'on est un
un vrai prescripteur d'audience, donc on remonte facilement, hein, c'est le même principe que sur les sites internet. En revanche, ce qui est le plus embêtant pour nous, et c'est pour ça aussi qu'on a défendu le DAB+, c'est qu'avec YouTube, on n'est pas indépendant. C'est-à-dire que demain, l'indépendance, si YouTube décide de nous striker, on peut disparaître du jour au lendemain, d'où le fait que ce chiffre d'affaires, pour le maintenir, oui, mais si YouTube me ferme pendant une semaine, je sais que l'algorithme va moins m'aider. Et quand je dis il va nous fermer pour une semaine, hein, YouTube a des CGU qui sont très très complexes. Conditions générales d'utilisation. Et qui font qu'on peut facilement se retrouver en travers sans l'avoir fait exprès. Hein. Je vous donne un exemple, ça nous est arrivé une fois, il suffit que quelqu'un revendique un élément vidéo de Sud Radio en disant que c'est à lui. Manque de peau, cet élément, c'est un élément qui revient très souvent chez vous puisque c'est la boucle que vous utilisez pour identifier Sud Radio. Il l'avait laissé dans un élément qu'il avait identifié et donc YouTube partait du principe que ce n'était pas à nous. Et ils nous ont dit stop, on vous arrête, vous êtes en train de faire une escroquerie, ce qui n'était pas du tout le cas puisque c'était à nous. Et après, un élément important qu'il faut rappeler, c'est que nous, on est liés, la radio, mais la presse aussi, on est liés à entre guillemets, une régulation. C'est-à-dire que nous, on a le CSA qui, pour la radio, nous a donné des autorisations d'émettre, mais qui nous contrôle. C'est-à-dire on doit avoir un pluralisme, on doit répondre à un cahier des charges, on a des éléments forts qu'il faut qu'on respecte, ce qui n'est pas forcément le cas sur les réseaux où il y a une liberté totale. Si YouTube met des CGU très contraignantes, c'est juste pour ne pas prendre la responsabilité de ce qui est diffusé. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit alors que nous, on prend cette responsabilité en permanence à l'antenne, puisqu'on peut avoir des mises en demeure de la part du CSA pour un élément mal placé, pour quelque chose qui n'est pas juste, ou une fake news, des choses comme ça. Mais on dit souvent que ce sont les rédacteurs, les algorithmes sont parfois des nouveaux rédacteurs en chef, mais dans le sens où ils vont imposer parfois une censure, oui. Qui, du coup, vous qui êtes contrôlé par le CSA, bon, vous êtes régulé. Mais en fait, finalement, vous êtes doublement régulé parce que vous impose Facebook et notamment YouTube. Oui, parce que ça sort souvent du contexte. Exactement. C'est-à-dire que l'algorithme, il ne va pas analyser une situation. On peut donner la parole à quelqu'un, parce que c'est le but à Sud Radio. Nous, on est une radio de débat et on part du principe qu'il faut donner la parole à tout le monde. Il ne faut pas sanctuariser une parole dans un sens ou dans l'autre. Et c'est dans l'échange, et c'est dans la communication, c'est dans justement la controverse que chacun peut se faire son propre opinion. Mais dans une controverse, à un moment, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, sauf que l'algorithme ne va pas tenir compte que 30 secondes plus tard, il y a quelqu'un qui a dit l'inverse et qui a contredit. Donc l'algorithme ne réagit que sur des mots. L'IA en est encore que là, elle a une interprétation et la subjectivité ou le ressenti, elle ne connaît pas encore. Je comprends. Est-ce que au niveau de vous êtes interrogé là-dessus au niveau de votre, notamment je pense à votre série de podcasts, parce que finalement le DAB+, Anne-Marie Decouvreur, ça va être à la volonté de l'utilisateur, comme on dit, mais le podcast, il y a une question de référencement, il y a une question de montée justement dans les propositions. Comment ça se passe de ce côté-là pour faire remonter votre offre éditoriale alors qu'il y a de plus en plus de concurrence sur ce secteur-là? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment soutenir Bruno dans ce qu'il vient de dire parce qu'effectivement, le DAB+ est déterminant pour les radios en France. Nos autorisations DAB+, comme nos autorisations FM, nous permettent d'être libres et d'être en sécurité par rapport aux GAFAM. Et ça, c'est vraiment très, très important pour les éditeurs que nous sommes et aussi pour les Français, de savoir que leurs radios ne sont pas entre les mains des GAFAM uniquement. Donc, on a la chance en France d'avoir cette situation et d'être effectivement des entreprises régulées. Et il faut s'en féliciter. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous écoutent, s'ils le souhaitent, à télécharger l'application Radio Player, qui nous regroupe toutes les radios en France. C'est l'appli où vous pouvez retrouver toutes les radios françaises véritablement, les confrères de Sud Radio et nous et plein d'autres, et qui vous permet d'écouter les radios françaises sans passer par les applis américaines ou autres. Qui appartient à Google. Exactement. Je ne voulais pas citer, mais on avait vraiment tous compris. Voilà. Donc, on s'est tous groupés dans Radio Player. Voilà. Et donc, sur RZN, pour répondre à votre question, effectivement, on a un travail de référencement de nos podcasts qui va être un vrai travail qui va être très important, qui est en route. Hein. Mais si vous m'autorisez, je voudrais compléter
compléter ce que disait Jean-Nicolas sur l'aspect du business model suite effectivement aux événements sanitaires que nous venons de vivre. Nous avons pensé chez AirZen un business model qui est issu de ça. Et nous avons par exemple pris la décision que je trouve courageuse en tant qu'entrepreneur de baisser énormément le volume de publicité sur l'antenne. Donc, nous allons rompre avec le traditionnel 14 minutes par heure qu'on retrouve souvent sur les radios privées en France. Et nous avons décidé d'être à 4 minutes maximum de publicité par heure, ce qui est une décision très lourde de conséquences financières, vous l'imaginez, parce qu'on a vraiment observé que les auditeurs manifestent un ras-le-bol en fait, des écrans publicitaires en France. Et donc, bien sûr, ce business model à 4 minutes par heure, on est obligé de le compléter et on le complète avec joie par un business model d'abonnement à effectivement des contenus podcasts natifs, exclusifs, etc. Et des contenus qui seront supplémentaires sur la plateforme. Donc, un business model de pub très allégé, très, très allégé, un business model d'abonnement et puis une activité telle que l'a décrivait Jean-Nicolas, qui sera une activité AirZen entreprise avec du conseil en communication positive auprès des entreprises, naturellement. Et aussi, AirZen a été nativement fondé par un club de 12 partenaires fondateurs, qui sont 12 entreprises françaises qui ont décidé de s'engager pour soutenir AirZen dans ses premières années. Et donc ça permet effectivement d'offrir à AirZen un business model qui permet d'avoir moins de publicité, des choix éditoriaux qui sont les nôtres. Voilà. Donc, et je dois vous dire que tout ça, ce sont des réflexions qui sont directement issues des 2 et 3 années qui viennent de passer et que très probablement, si on avait dû inventer AirZen il y a 5 ans, elle n'aurait pas ressemblé du tout à ce qu'elle va être à partir du 12 octobre. Donc, on est vraiment un média issu de la crise, si je puis m'exprimer ainsi. Tous les trois, ce sera peut-être ma dernière question avant de passer à des questions avec la salle, qu'il y a une espèce de soif de s'affranchir là, de un peu ce pacte faustien qui est passé avec tous les distributeurs sur toutes les plateformes, à savoir Google, YouTube, etc. Et notamment, vous parlez de l'abonnement, vous parlez de sources d'indépendance via un nouveau tuyau qui est le DAB+. Est-ce que vraiment c'est une stratégie sur les prochaines années d'essayer de composer avec, mais aussi de s'en affranchir? Je sais pas, peut-être Bruno Dubois va prendre la parole. Je donnerai aussi après le sentiment de Jean-Nicolas Bailey, s'il vous plaît. Juste avant de laisser la parole à Jean-Nicolas, nous on part du principe qu'il faut utiliser le système. Ce système, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est les GAFAM qui l'ont mis en place. Ils y trouvent leurs bénéfices, mais nous on essaye de l'utiliser en ayant toujours en perspective de conserver notre indépendance. On parlait du DAB+, certaines radios disaient mais ça sert à rien, on arrive à la 5G. Sauf que la 5G, c'est les telcos. Il y a 4 opérateurs en France. Si ces telcos décident demain de bloquer Sud Radio et que finalement, quand c'est le stream de Sud Radio qui arrive, il n'arrive pas sur votre téléphone, ben nous, on n'a aucun moyen de réagir. Et une perte d'audience, elle est instantanée. Et si vous trouvez que ça ne marche pas, vous n'y reviendrez jamais. Donc c'est important qu'on ait cette indépendance et qu'on la conserve vraiment, au même titre que les journaux ont une indépendance liée à leur impression, au contenu, et qu'il y a un contenu final qui leur appartient. Nous, il faut aussi que ce contenu final il soit respecté et qu'il contienne exactement ce que l'on veut entendre, ce que l'on veut dire et ce que l'on veut propager. Voilà. Il faut qu'on reste maître de la propagation de notre programme. Est-ce que l'abonnement, c'est quelque chose de central sur lequel vous travaillez énormément dans cette perspective de s'affranchir aussi de cette dépendance publicitaire, de diffusion également? Oui, bien sûr. Je crois que, en fait, c'est ce que je disais précédemment, mais nous, on a accepté le fait qu'on ne maîtriserait pas tous les canaux de distribution de nos contenus. Le réseau social, les réseaux sociaux en général, sont des canaux de distribution de nos contenus qu'on ne maîtrise pas. L'abonnement est un contact direct qu'on a avec le lecteur. Si vous me demandez ce que je préfère, évidemment, je préfère avoir un contact direct avec le lecteur parce qu'on en maîtrise tous les aspects. Mais il n'empêche que la multiplicité des supports dans les prochaines années font
fait que on sera obligé d'accepter ça. Les réseaux sociaux, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est un fait. Donc je veux dire, il faut l'accepter. Nous, on va toucher aussi des publics qu'on ne touchait pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous intéresse. Le problème derrière ça, en réalité, c'est un problème de monétisation. Et c'est pour ça que nous, on se bat contre les GAFA en disant, vous utilisez nos contenus, en fait, rémunérez-nous. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il y a monétisation, il ne s'agit pas d'être contre les GAFA, mais de faire avec eux, parce que ce sont des supports qui participent, qui sont très utiles, qui ont apporté énormément aussi par ailleurs, et qui ont transformé notre société. Maintenant, il faut qu'il y ait une monétisation, parce que nous, on est des médias et qu'on doit vivre de ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'on fait un métier différent. Oui, je dis ça parce que c'est vrai que je peux poser des questions et faire le naïf un peu parfois, mais c'est volontaire. Mais c'est vrai qu'il y a des médias aujourd'hui qui sont presque en lutte contre les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que cette approche de dire ils sont là, il faut faire avec, c'est vrai qu'elle est peut-être plus pragmatique que de lutter contre, quoi. Est-ce que vous avez est-ce que vous voulez des questions dans la salle, pardon, ou également en ligne? Alors, du coup, vous allez les poser à l'oral et moi je vais les répéter pour que tout le monde puisse les entendre à distance. Alors, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Alors, est-ce que, donc j'essaie de reformuler la question, est-ce que du coup l'abonnement est la clé pour que la confiance s'installe entre une marque média et son audience? C'est ça. Donc je vous laisse répondre chacun à votre tour, peut-être. Ouais. Allez-y, Jean-Nicolas, oui. Je crois qu'Anne-Marie veut prendre la main. Pardon, je ne voyais pas, je suis un peu de côté. Merci Jean-Nicolas. Juste un mot pour dire que pour moi, l'abonnement n'est pas la clé pour que la confiance s'installe. L'abonnement est la conséquence de la confiance. Et je pense que, alors, sur la radio, on a vraiment ce sujet avec les confrères, on en parle souvent, on a un sujet de création de valeur. Quelle est la création de valeur que nous allons pouvoir proposer individuellement et collectivement à nos auditeurs dans les années qui viennent? Et si on a une belle proposition de valeur, si on a une belle confiance, il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas se traduire en abonnement. Mais de mon point de vue, l'abonnement est la conséquence de la confiance, ce n'est pas son prérequis. C'est de l'adhésion et c'est complémentaire. C'est-à-dire que vous n'adhérez à quelque chose que si ça fait partie de votre univers, si vous y croyez. Alors nous, pour la radio, en tout cas pour Sud Radio, la formule d'abonnement n'est pas quelque chose qui fait partie de nos fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose qui est historique pour nous. Mais peut-être... Oui, nous, évidemment, on est un média qui est un média payant. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous n'achetez pas quelque chose si vous n'avez pas conscience. Donc, la notion d'adhésion, d'engagement est évidemment très forte chez nous. Donc, c'est un élément clé. C'est la spécificité de la presse par rapport à la radio ou la télé, puisqu'il y a un acte qui est un acte très fort et donc qui généralement traduit aussi cette confiance. Je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga de la confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux faire confiance à une radio sans y être abonné, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de s'abonner, le fait d'acheter pour de l'information, c'est un acte de confiance, c'est un acte d'adhésion, c'est un acte d'engagement qui est très fort, clairement. Voilà. Merci pour ces réponses. Alors, il y avait une deuxième question.
Alors je vais tenter de résumer le propos qui est très intéressant. J'avais prévu de l'aborder mais le temps tournant, donc c'est très bien, je suis très content. La question porte justement sur l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion des informations, des fake news, mais également des bulles de filtre, de la création de bulles de filtre. Alors pour le reformuler, c'est qu'en gros, quand on est dans un réseau social, l'algorithme est là pour nous faire plaisir. Donc il va nous donner des informations qu'il va juger pertinentes pour notre utilisation. Et ce qui a tendance à faire qu'on est exposé qu'à un entre-soi informationnel, j'ai envie de dire, où il n'y a que des informations qui vont dans le sens de notre pensée, qui nous arrivent via ces algorithmes. Et on n'est plus, confronté à l'altérité, à autrui, et du coup c'est là où on s'enferme dans des débats, et on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur finalement des faits. D'autre part, il y a cette manipulation qui est là, via Cambridge Analytica, qui est une affaire une société anglaise qui avait proposé service à Donald Trump et qui a un peu manipulé Facebook pour favoriser son élection. Il a également travaillé sur le Brexit, donc il y a un impact concret des réseaux sociaux virtuels sur le monde réel, parce qu'il y a un impact sur les élections. Voilà pour la propos introductif. La question, c'est de savoir comment les rédactions, maintenant, conscientes de tout ça, comment les journalistes essayent de le prendre en compte et de l'intégrer dans leur travail. Voilà, j'ai essayé de résumer. Nous, c'est un des éléments de base de Sud Radio. Comme je disais, on donne la parole à tout le monde. Si on se retrouvait comme certains médias, même si nous on est un média mainstream, mais c'est souvent ces médias-là qui sont attaqués, notamment par ceux qui vivent l'info par Facebook et qui retrouvent donc ce problème d'autosatisfaction, puisque Facebook les nourrit pour qu'ils soient encore plus longtemps sur Facebook et leur envoyer plus de publicité, et non pas pour les informer. Alors que nous, on doit faire de l'audience parce que le programme va plaire, c'est pas la pub qui va plaire. Donc on a pris le parti à Sud Radio de donner la parole à tout le monde pour essayer justement de sortir de cette bulle réseaux sociaux et de pouvoir permettre à chacun de se faire son propre avis. Parce que c'était le cas avant. Avant, quand vous lisiez peut-être plus, ou même quand vous regardiez la télé, bien vous alliez chercher des informations à différents endroits, selon différentes obédiences même politiques, selon le journal que vous lisiez, mais vous le saviez, et donc vous alliez chercher cette information. Et vous faisiez surtout ce qui était le plus important, et ce qui est toujours le plus important, votre propre avis. Et malheureusement, les réseaux sociaux ne le permettent pas. Donc nous, on y est très très vigilants. L'idéal pour moi, j'ai un truc qui me fait toujours plaisir, c'est quand je reçois un mail d'un auditeur, parce que je reçois tous les mails que les auditeurs envoient. J'ai pas forcément le temps de les lire. On est plusieurs, mais j'y jette toujours un coup d'œil. Quand j'ai un auditeur une semaine qui me dit c'est un scandale, votre radio est d'extrême droite, et que je reçois 2 jours après un auditeur qui me dit c'est un scandale, votre radio est d'extrême gauche. Je me dis j'ai bien fait mon boulot. Chacun y a trouvé son sentiment personnel et a peut-être évolué dans son propre sentiment en entendant des avis différents. Voilà. Peut-être Jean-Nicolas Baillet, je laisserai le mot de la fin à Anne-Marie. Si je dois faire une réponse très courte, je dirais oui, c'est un vrai danger et c'est la raison pour laquelle il faut lire, écouter et regarder des médias indépendants, clairement. Ça, c'est si je la fais en version très courte. Il faut avoir conscience que quand on est dans un réseau social, on ne voit que en réalité 7% du contenu auquel on pourrait prétendre avoir accès, c'est-à-dire du contenu publié par vos amis, du contenu publié par les médias. Et ces 7%-là, c'est les 7% que veut bien vous montrer un algorithme. Et il est très personnel. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que derrière, il y a effectivement, et c'est là où c'est amusant d'entendre souvent, vous savez, il y a des théories du complot médiatique, mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un ordinateur qui va décider quel est le contenu pour vous faire plaisir ou le contenu en réalité qui va générer chez vous le plus d'engagement, parce que c'est cet engagement qui derrière va vous permettre de vendre de la publicité. C'est ce que quand certaines formules étaient de dire mon métier c'est de vendre de l'espace disponible, de cerveau disponible pour Coca-Cola. Souvenez-vous, c'est exactement ça sur les réseaux sociaux et ça. Patrick, il va falloir conclure pour ça fonctionne comme ça. C'était pour TF1. C'était pour TF1. C'était pas les réseaux sociaux. Merci pour cette réponse concise. Alors, je suis désolé, on va devoir conclure. On me fait signe. Anne-Marie, peut-être un dernier mot, comme ça tout le monde aura eu la parole. Je pense qu'il faut faire confiance au journalisme, effectivement, pour mettre à l'abri des réseaux sociaux, du journalisme bien fait, c'est du journalisme objectivé, on le sait tous sur cette table. Mais aussi, je voudrais dire qu'il y a quand même une question de discipline personnelle. Le XXe siècle a été le siècle du prêt-à-porter. Faisons attention quand même que le XXIe siècle ne soit pas celui du prêt-à-penser,
c'est-à-dire des gens qui recherchent des réponses simples à des questions complexes. Et ça, je crois que c'est une question de discipline individuelle et que chacun d'entre nous peut rechercher quand même un minimum d'exigence, peut avoir un minimum d'exigence pour s'approcher de faits et non pas de tout ce qui circule. Merci beaucoup pour cette belle ouverture sur la fin avec ce beau conseil. Je remercie chaleureusement nos invités. Ça a été court, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites et de tiroirs là, qui ont été ouverts pour justement ne pas avoir du prêt-à-penser. Je vous remercie encore de vos questions et de votre participation. Et du coup, comme à l'ancienne, je rends l'antenne.